Cette vidéo est une continuation de la leçon sur l'interférence lumineuse. Dans la vidéo précédente, on a étudié l'interférence de deux ondes cohérentes. C'était le deuxième grand paragraphe qui est intitulé donc interférence entre deux ondes cohérentes. Et dans cette vidéo, on va donc entamer le troisième grand paragraphe qui est intitulé donc interférence en lumière non monochromatique. Donc tout d'abord, on va donc parler de la lumière réelle, d'accord, sous-paragraphe. Lumière réelle. Vous remarquez que dans les vidéos précédentes, on a introduit l'interférence en se basant sur des vibrations qui sont monochromatiques. Mais en fait, en réalité, il n'existe pas des sources qui sont parfaitement monochromatiques. Donc ça, c'est un modèle parfait. Mais en réalité, il y a des sources qui sont, on va dire, non monochromatiques. On peut trouver, par exemple, des sources qui sont polychromatiques, quasi monochromatiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on fait passer la lumière de cette source à travers un dispositif dispersif, disons par exemple un prisme, voilà, donc ça c'est un prisme, donc ça c'est la lumière réelle qui va passer à travers un prisme. Donc le prisme, il va donner ce qu'on appelle le spectre. Donc on peut remplacer le prisme par un réseau, d'accord? Le réseau, ça c'est un dispositif qu'on va le voir dans le deuxième chapitre du module de l'optique ondulatoire, c'est le chapitre de la diffraction. L'essentiel que le dispositif doit être dispersif. C'est-à-dire, il doit décomposer la lumière réelle incidente en des composantes qui sont, on va dire, quasi monochromatiques. D'accord? C'est-à-dire, il va donner les raies qui composent la lumière réelle incidente. Donc ici, on va considérer des exemples de lumière réelle. Donc on va prendre la lumière qui est polychromatique, qui constitue le paquet le plus large, c'est la lumière blanche. Par exemple, c'est la lumière qui est émise par le soleil. D'accord? Donc on remarque la lumière blanche. Donc c'est une lumière qui est polychromatique. Polychromatique. Donc elle contient presque toutes les couleurs. De l'autre côté, on peut parler de la lumière émise par un laser. D'accord? Donc c'est une lumière qui est dite quasi monochromatique parce qu'elle s'approche du modèle du vibration monochromatique. D'accord? Donc source laser. Donc c'est une lumière qui est quasi monochromatique. Et entre ces deux sources, entre ces deux extrêmes, on peut trouver la lumière émise par une lampe spectrale. D'accord? Donc on dit lampe spectrale. Donc c'est quoi une lampe spectrale? Une lampe spectrale est constituée par un gaz. Donc on prend ici un gaz. Ce gaz peut être par exemple le mercure, donc vapeur de mercure, Ag, le symbole du mercure. Donc le gaz il est situé entre deux électrodes, d'accord? Donc deux électrodes. Donc ces électrodes, ils vont
accélérer les électrons émis par la cathode. Donc il y a plusieurs électrons dans ce volume gazeux. Ces électrons donc, vont être accélérés par le champ électrique créé par les électrodes. Ces électrons vont entrer alors en collision, en choc, avec les atomes qui composent cette lampe de vapeur de mercure. Donc l'atome de mercure ici, il va être excité suite à ce choc. Donc spontanément, il va se désexciter ensuite pour libérer un photon. Et ça, ce qu'on appelle donc le processus microscopique de l'émission lumineuse. D'accord ? Donc si on fait passer la lumière produite par cette lampe spectrale à travers un prisme ou bien un cœur dispersif quelconque, donc on voit que le spectre de cette lampe est formé par des raies spectrales. Par exemple, le spectre il est comme ça. Donc il est formé par des raies spectrales. Donc ça c'est l'axe de fréquence par exemple. C'est-à-dire que cette lampe elle émet plusieurs fréquences, nu1, nu2, nu3, etc. D'accord ? Donc c'est une lampe, c'est une source polychromatique, mais elle contient moins de couleurs ou bien moins de raies spectrales que la lumière blanche. D'accord ? Et si on isole une seule raie spectrale, donc cette raie spectrale, donc ça c'est une raie, donc ça si on l'isole toute seule, ça constitue une vibration lumineuse quasi monochromatique. Donc ça, elle est quasi monochromatique. Donc vous voyez que la lumière de laser, elle est quasi monochromatique, et une seule raie spectrale aussi, elle est quasi monochromatique. La différence entre les deux, c'est la largeur spectrale, c'est-à-dire c'est la largeur de cette raie-là. Donc c'est une largeur spectrale, c'est-à-dire une largeur sur l'échelle des fréquences. Cette largeur, elle est relativement grande pour les lampes spectrales. C'est-à-dire, cette raie, elle présente une largeur spectrale plus grande que celle de la source laser. Mais on peut considérer que les deux constituent un exemple de source quasi monochromatique. On peut trouver aussi les sources dites dichromatiques. D'accord ? Donc, les sources dichromatiques, ça peut être donc un exemple de lampe spectrale. Donc, dichromatique, pourquoi ? Parce qu'elle présente deux raies. Voilà, donc, ici, il y a plusieurs raies, mais une lampe spectrale dichromatique présente deux raies. Et on peut citer l'exemple du doublé jaune de sodium. D'accord ? Donc, on va voir ça plus en détail dans ce grand paragraphe grand 3. Donc ça, c'est une idée générale sur la lumière réelle. Donc, vous remarquez qu'une source réelle, donc, elle émet la lumière de façon qui n'est pas identique pour toutes les fréquences. D'accord ? Donc, on parle d'une densité spectrale d'éclairement. D'accord ? Donc, une source lumineuse source lumineuse est caractérisée par une densité spectrale d'éclairement epsilon, on va dire nu, égale donc d de epsilon 0 sur d, où on peut écrire aussi, donc on peut écrire aussi d de epsilon 0 égale epsilon nu d nu. Donc c'est quoi d epsilon 0? D epsilon 0, ça c'est l'éclairement de la source
dans la bande qui est située entre nu et nu plus dnu. D'accord? Donc ça c'est l'éclairement. De la bande comprise entre nu et nu plus dnu. Donc on va dire que cette bande, elle est de fréquence nue, et la source, elle émet donc un éclairement qui est d epsilon 0 à cette fréquence-là, à cette fréquence nue. On peut aussi définir la densité spectrale par rapport à lambda, la longueur d'onde, et par rapport à sigma, le nombre d'ondes. Donc je mets ça sous forme de remarque. On peut aussi définir la densité spectrale par rapport deux points. Par rapport à lambda, la longueur d'onde. Donc on parle de epsilon lambda qui est égal à d epsilon 0 sur d lambda. Et par rapport à sigma, qui est égal à 1 sur lambda. Donc je rappelle que sigma s'appelle le nombre d'ondes. Donc epsilon sigma égale d epsilon 0 sur d sigma. On va parler ensuite du train d'onde. Donc le deuxième sous-paragraphe, c'est le train d'onde. Donc il faut savoir que les atomes d'une source lumineuse réelle, donc n'importe quelle source lumineuse, n'émet pas la lumière de façon qui est continue. Mais elle émet la lumière sous forme de train d'onde. C'est-à-dire, elle émet la lumière de façon qui est discontinue. Donc si on prend une source réelle, donc elle va émettre la lumière pendant une durée, dite durée d'émission, tau c. Ensuite, elle va s'arrêter. Ensuite, elle va réémettre de la lumière de nouveau. Et tau c, c'est un temps qui est très court. D'accord? Donc, ça s'appelle le temps de cohérence. Donc, on va écrire ça. Donc, la lumière, donc les atomes d'une source lumineuse réelle n'émettent pas la lumière de façon continue, mais sous forme de train d'onde. Donc la durée de vie du train d'onde, appelée aussi la durée d'émission, et appelée aussi le temps de cohérence, est noté tau c. D'accord? Donc, mais sous forme de train d'onde, de durée de vie, tau c. Donc tau c représente la durée d'émission. Tau c est appelé temps de cohérence.
Donc taux C vérifie la relation suivante, c'est une relation qui est qualitative. Taux C vérifie delta nu fois taux C est de l'ordre de 1. De l'ordre de 1, c'est-à-dire qui est égal à une constante qui est plus ou moins proche de 1, d'accord? Donc c'est-à-dire que delta nu et taux C varient en sens inverse. D'accord? Donc ça c'est une relation qualitative qui dit que plus delta nu est faible, plus taux C est grand. Mais c'est quoi delta nu? Delta nu, c'est la largeur spectrale dont j'ai parlé pour les lampes spectrales. Par exemple, quand on a considéré la lampe de mercure, on a parlé des raies, d'accord? Et on a dit que chaque raie présente une largeur spectrale, donc ça c'est delta nu. Donc delta nu, c'est la largeur spectrale de la vibration lumineuse supposée quasi monochromatique. Donc c'est-à-dire quasi monochromatique, c'est-à-dire que delta nu, est négligeable devant nu 0, où nu 0 c'est le maximum, c'est la fréquence du maximum de l'éclairement. D'accord? Donc nu 0 c'est la fréquence du maximum de l'éclairement, c'est-à-dire du maximum de la densité spectrale de l'éclairement. C'est-à-dire, si je considère ça la densité spectrale, en fonction de nu, par exemple, donc nu 0, ça sera cette fréquence. Donc c'est la fréquence qui donne le maximum de l'éclairement. Donc on peut illustrer le train d'onde par le chemin suivant. Donc je vais tracer le train d'onde dans deux dimensions. Donc je vais prendre ici la dimension temporelle, c'est-à-dire le temps. Donc ça c'est l'axe du temps. Ici je vais prendre l'axe des fréquences. D'accord? Donc c'est quoi un train d'onde? Donc un train d'onde c'est une onde lumineuse limitée dans le temps qui est émise par la source. Donc puisque c'est limité dans le temps, donc on va supposer qu'elle est comme ça par exemple. Donc vous voyez que le train d'onde il est limité dans le temps et il présente donc une durée de vie tau C. Donc tau C, ça c'est la durée d'émission. D'accord? Bon, on peut poser la question suivante. Pourquoi nous, à l'œil nu, on n'observe pas cette discontinuité d'émission? C'est-à-dire, si on observe une lumière, une lampe quelconque, par exemple, si on observe la lampe de la salle, on voit que son éclairement il est continu au cours du temps. Ça, c'est parce que le temps de réponse de l'œil, c'est très grand par rapport à la durée de vie, ou bien à la durée d'émission du train. Ce qui fait que l'œil, comme photodétecteur dans ce cas, elle va recevoir plusieurs trains d'onde pendant le temps, son temps de réponse. Ce sont donc des millions et des millions de trains qui arrivent à l'œil pendant son temps de réponse.
Et puisque donc, le temps de repos entre un train et un autre est très court, donc l'œil ne détecte pas ce temps et elle voit la moyenne. Ce qui explique encore pourquoi dans le calcul de l'éclairement, ou bien de l'intensité, on choisit toujours de calculer la valeur moyenne. Donc je reviens au train d'onde. Donc on a dit que le train d'onde, c'est une vibration lumineuse qui est limitée dans le temps. Donc si on trace ça dans l'échelle des fréquences, donc on va voir ce profil-là. D'accord ? Donc c'est un profil quasi monochromatique. Donc ce profil, on a dit qu'il est centré en U0. Voilà. Et donc, je vais commencer donc par définir le delta nu exactement. C'est quoi delta nu? Donc delta nu, c'est pas ça exactement, mais on prend le maximum de l'éclairement. D'accord? Donc ça, c'est l'axe de la densité spectrale. Donc on prend le maximum, on le divise par 2. Donc, et on obtient alors cette largeur. Donc cette largeur, c'est une largeur dite à mi-hauteur, c'est l'un demi du max. Donc ça, c'est le delta nu. Parce qu'à partir de delta nu, on va dire que l'éclairement ici est négligeable. Donc ça, ce qu'on appelle la largeur spectrale. Voilà, donc c'est écrit la largeur spectrale. Donc ça, c'est un train d'onde tracé sur l'échelle des fréquences, et ça, c'est un train d'onde aussi, c'est le même train qui est tracé à l'échelle de temps. En fait, mathématiquement, il y a une opération qui lie les deux, c'est la transformée de Fourier, d'accord ? Donc le passage de cette forme à cette forme, c'est grâce à la transformée de Fourier. Donc normalement, vous voyez ça dans le cours de mathématiques, d'accord? Et donc on peut revenir aussi grâce à la transformée de Fourier inverse. Donc on peut écrire l'expression de la vibration lumineuse, donc ici, S s'écrit donc A de t fois cosinus de pi nu 0t plus phi 0. Voilà. Donc ici, on a écrit la fréquence nu 0, c'est la fréquence centrale, et on a ici l'amplitude A de t qui varie au cours du temps, elle n'est pas fixe, et c'est pour cela donc que la lumière ici n'est pas parfaitement monochromatique. Elle est quasi monochromatique, elle est quasi sinusoïdale. Et on a écrit cette expression au niveau de la source. D'accord? Ici, R égale. Donc, R, le vecteur position, c'est. Normalement, c'est Sm qui est égal à 0. D'accord? Parce qu'on a écrit S au niveau de la source. Donc la source, elle va émettre pendant le taux C ce signal. Ensuite, ce signal, il va se propager à la vitesse C dans le vide, ou bien à la vitesse V qui est égale à C sur M dans un milieu homogène d'indice L. Donc si on considère, donc, comme remarque, si on considère le cas parfait, le cas d'une vibration monochromatique, donc remarque, donc juste une remarque, si on trace de même le cas d'une vibration monochromatique. Monochromatique, c'est-à-dire qu'elle présente une seule fréquence, et ça sera nu 0. Donc ici, la densité spectrale, elle est tracée comme ça. Donc ça, c'est la source, elle est monochromatique.
Donc elle présente un seul pic qui est très étroit parce que delta nu ici tend vers 0. Donc ici delta nu tend vers 0. Donc selon cette relation-là, si delta nu tend vers 0, alors tau C tend vers l'infini. C'est-à-dire que la lumière monochromatique, elle émet un seul train qui possède une durée de vie infinie, une durée d'émission infinie. Ça n'existe pas. Ça, c'est parfait, d'accord? Donc, la lumière monochromatique, ou bien la source monochromatique, ce n'est qu'un modèle pour modéliser les composantes spectrales d'une lumière réelle. Et dans ce cas-là, la vibration au cours du temps, c'est parfaitement sinusoïdal, d'accord, de cette forme-là. Et c'est infini. Donc, elle possède une durée de vie infinie, et elle possède donc une amplitude qui est constante. C'est une fonction qui est purement sinusoïdale. J'écris la remarque qui concerne le temps de réponse. Donc j'ai déjà dit que le temps de réponse d'un photodétecteur est très supérieur à tau C. D'accord? On va écrire ça. Remarque. Donc tau C, la durée de vie d'un train est négligeable devant tau R. Je rappelle que tau R, c'est le temps de réponse du photodétecteur. Prenons un exemple. Donc je vais prendre la durée de vie la plus longue, la plus grande. C'est celle de la lumière laser. Parce que le laser, il présente la largeur spectrale la plus faible. Et tau C, qui est inversement proportionnel à delta nu, sera la plus grande. Donc si on prend tau C du laser, qui est de l'ordre de 10 à la puissance moins 7 secondes, malgré que ça c'est considéré comme grand, ça reste toujours négligeable devant le temps de réponse de l'œil, qu'on a déjà vu, c'est 0,1 seconde. Donc l'œil reçoit à peu près 1 million de trains pendant son temps de réponse. La phase initiale phi 0 du train, est-ce qu'elle reste la même d'un train à un autre? Non, pas du tout. Phi 0, elle change de façon aléatoire. C'est-à-dire, d'un train à un autre, c'est-à-dire par exemple pour la lampe laser, pour la source laser, donc après 10-7 secondes d'émission, le nouveau train qui va être émis, il va être émis avec une nouvelle valeur de phi 0, de phase initiale, qui est différente de la précédente et qui change de façon qui est aléatoire. D'accord? Donc remarque, phi 0, la phase initiale, change de façon aléatoire d'un train à un autre. D'où l'importance de la condition de cohérence des sources qu'on a déjà introduit dans la première vidéo, dans le sous-paragraphe 1.9, où on a parlé des 3 conditions nécessaires à l'obtention de l'interférence, et on a dit que parmi ces 3 conditions, il y a la condition de cohérence des sources, qui impose que le déphasage delta phi 0 initial entre les phases initiales de 2 sources
qui s'interfèrent doit être constant. Et on a dit que ceci, en pratique, avec l'œil comme photodétecteur, ne peut être vrai que si S1 et S2 sont deux sources secondaires qui proviennent de la même source mère S. Et ça, c'est ce qu'on appelait donc la condition de cohérence des sources. Donc, d'où la condition de cohérence de source delta phi 0 qui est égal à constante. Donc, pour plus de détails, vous pouvez donc voir le paragraphe 1.9. On va introduire ensuite la notion de longueur de cohérence temporelle. D'accord? Ou bien on dit aussi la largeur de cohérence temporelle. Donc, troisième paragraphe, troisièmement, donc 3, c'est le troisième sous-paragraphe. Longueur ou largeur de cohérence temporelle, notée LC. Donc c'est quoi cette longueur? Parfois on dit largeur. Donc c'est la distance parcourue par la vibration lumineuse pendant la durée d'émission dans le vide avec la célérité C. Donc c'est la distance parcourue dans le vide par la lumière. Donc c'est par le train en fait, le train d'onde. Donc c'est la distance parcourue dans le vide par la lumière, le train d'onde, pendant la durée d'émission, tau C. Donc puisque dans le vide la lumière se propage à la célérité C, donc automatiquement LC donc, sera C fois tau C. Donc on va retracer le train d'onde, cette fois-ci dans l'échelle temporelle, et une autre échelle, l'échelle spatiale. Donc je retrace le train d'onde. Donc au cours du temps, pour un point M fixé donné, d'accord, ici donc le point M est fixé. Donc ici je fixe le point de mesure. Donc, et je mesure à ce point M donné, je mesure la vibration au cours du temps. Donc par ce point il va passer le train. Donc le point M va reproduire le phénomène vibratoire qui a été émis par la source S. C'est le train d'onde. D'accord? Donc ce train, c'est toujours de même durée de vie, c'est le tau C. Donc maintenant, on va fixer le temps, c'est-à-dire, c'est comme si on va prendre une photo de phénomène à l'instant T fixé. Donc T donné. Et on va tracer la vibration en fonction de la coordonnée spatiale de propagation. Et on va supposer que c'est Z. D'accord? Donc Z, ça c'est la direction de propagation. Donc on suppose que Z c'est la direction de propagation.
ici, le train, on va voir ici donc la dimension spatiale du train, qui est LC. D'accord? Donc on va voir. LC comme ça. Donc c'est un train qui est émis. Donc il possède une dimension LC sur l'espace. Donc pour fixer les idées, on va prendre des exemples réels, des valeurs numériques de LC et TOC pour différentes sources. Dans quelques exemples, donc on va tracer un tableau où on va donc présenter une source, ensuite la valeur de l'écart spectral, delta mu, ensuite le temps de cohérence tau C et enfin la largeur de cohérence temporelle LC. Et comme source, donc, on va proposer la lumière blanche, la lampe du mercure et le laser. La lampe du mercure, c'est une lampe spectrale, comme on l'a déjà dit, et le laser. Donc ici on a un laser qui est stabilisé. Donc pour l'écart spectral, donc on commence par la lumière blanche, c'est 3 10 puissance 14. Donc c'est en Hertz. La lampe mercure c'est 10 à la puissance 12. Et pour le laser, c'est 7,5 10 à la puissance 5. Donc ici on a pris l'exemple de le laser le plus utilisé, c'est l'hélium-néon. D'accord? C'est l'exemple du laser hélium-néon. C'est-à-dire qu'il est composé de deux gaz, un mélange gazeux de gaz rares, hélium et néon. Ensuite, le tau C. Le tau C est de l'ordre du femtoseconde pour la lumière blanche, c'est-à-dire 10 à la puissance 15, moins 15. Donc il est en seconde. Il est de l'ordre de picoseconde pour la lampe mercure, 10 à la puissance moins 12. Et il est de l'ordre de microseconde pour le laser. Vous remarquez très bien que la durée de vie de laser, elle est très très grande par rapport aux autres. Et enfin, la longueur de cohérence temporelle, donc c'est 0,9 micromètres pour la lumière blanche, elle est de l'ordre de 0,3 mm pour la lampe mercure, et elle est de 400 mètres pour le laser. Vous voyez, c'est très grand. La longueur de cohérence temporelle de laser est très grande, c'est 400 mètres, ce qui explique pourquoi il est facile et très facile d'obtenir des expériences d'interférence, de réaliser l'interférence avec une lampe, avec une source laser. Et toujours dans les séances de TP, on commence par réaliser l'interférence avec la source laser, avec n'importe quel dispositif interférentiel, vu que cette lampe elle est temporellement cohérente. C'est la lampe qui est la plus proche du modèle parfait de la source monochromatique. Ensuite, on va donc discuter un peu la signification physique de cette grandeur. La largeur de cohérence temporelle. Signification physique. Donc pour cela, je vais considérer
un dispositif interférentiel quelconque qui va donner à partir d'une source mère S deux sources secondaires S1 et S2. Donc ça c'est la source mère S. Et ça par exemple, ce sont les deux sources secondaires S1 et S2. Et on va considérer l'interférence en un point M quelconque qui appartient au champ d'interférence. C'est un point quelconque de l'écran d'observation. Donc la source S, on a dit, si on va considérer donc le modèle de train d'onde, elle va émettre donc la lumière de façon discontinue, sous forme de train. Donc chaque train émis par la source S va être divisé en deux parties. Une partie qui va passer à travers de S1 et une autre à travers S2. Bon, la façon de la division, la manière de diviser le train, ça on va le voir en plus en détail dans un autre paragraphe. En fait, on a deux grands types de division. Il y a la division par front d'onde et la division d'amplitude. L'essentiel, c'est que le train d'onde émis par S, il est divisé en deux parties. Donc ça, c'est le train émis par S. Donc ici, je représente les surfaces de phase. Donc c'est un train qui est limité dans l'espace. Ouais. Donc ce train, il va être divisé en deux parties. Donc ces deux parties vont interférer au point. Donc, voilà. Donc, il est clair que la lumière, en passant de la source mère S vers le point M, elle va passer par deux chemins différents. Donc, elle ne va pas arriver au même instant au point M. Donc, il y a un décalage horaire, dite différence de temps de marche, entre la lumière qui passe à travers le chemin numéro 1 et la lumière qui passe à travers le chemin numéro 2. Donc ça c'est le chemin numéro 1 et ça c'est le chemin numéro 2. Donc il y a un décalage horaire entre les deux au point M. C'est une différence de temps de marche. On va l'écrire. Donc notons delta T. Soit delta T, donc la différence de temps de marche, la différence de temps de marche entre les deux chemins 1 et 2. Donc, logiquement, pour qu'on observe l'interférence au point M, il faut que les deux trains, les deux divisions de trains, se rencontrent au point M pour pouvoir s'interférer. Or, on a dit que le train d'onde possède une durée de vie. C'est une durée d'émission, tau C. Donc, si le décalage horaire, si la différence de temps de marche delta T au point M est inférieur à tau C, donc il y a la chance pour que les deux trains se rencontrent. Mais si le train d'onde disparaît pendant tau C, qui est inférieur à delta T, donc les deux divisions de train ne s'interfèrent pas, n'arrivent pas à se rencontrer déjà au point M. Donc la condition ici pour observer l'interférence, c'est que le décalage horaire, c'est que la différence de temps de marche doit être inférieure à la durée de vie du train, c'est-à-dire à la durée de vie des deux divisions de train. C'est logique, d'accord? Donc la condition d'observer l'interférence
et la différence de temps de marche au point M doit être inférieure à la durée de vie du train. Exprimons delta t en fonction de la différence de marche. Delta t, c'est le temps nécessaire à la lumière de passer du point S vers le point M suivant le chemin numéro 2, donc suivant ce chemin-là, moins le temps nécessaire à la lumière pour passer du point S vers le point M suivant le chemin numéro 1. C'est ça, c'est appelé différence de temps de marche. Or, ce temps, c'est égal à la distance Sm divisée par la vitesse de propagation. C'est la distance Sm, c'est le chemin Sm, donc on va dire le chemin Sm. Donc c'est ça, c'est un chemin à travers donc 2. D'accord? Donc ça c'est un chemin, c'est pas la distance Sm. D'accord? Donc on peut l'écrire, c'est mieux, donc on va écrire SS1 plus S1M, et ça c'est, donc ça c'est 2, SS1 plus S1M, voilà. Or, la vitesse de la lumière c'est égal à C sur 1. On considère toujours que le milieu est homogène d'indice n. Donc c'est égal à C n fois SS2 plus n S de m moins n SS1 plus n S1n sur C suivant 1. Or, on sait très bien que le produit n fois la distance, ça c'est le chemin optique. D'accord? Donc on trouve le chemin optique Sm, donc suivant le chemin 2, moins le chemin optique Sm suivant le chemin 1, ça c'est la différence, divisé par C. Or, par définition, ça c'est la différence de marche optique, ou bien de chemin optique, qu'on a déjà noté delta. Ça a été défini dans le premier paragraphe. C'est delta sur C. Donc finalement, on a trouvé que la différence de temps de marche, c'est égal à la différence de marche divisé par la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. Donc, delta sur C est inférieur à tau C, et la condition d'observation d'interférence, ceci est équivalent à dire delta est inférieur à LC. D'où l'interprétation physique, ou bien la signification physique de LC. Donc LC représente la différence de marche maximale qu'on peut avoir en un point M donné du champ d'interférence pour qu'on observe le phénomène d'interférence.